Et le blé qui est utilisé, du coup, il y en a... Donc là, très souvent, pour le blé bio, c'est celui-là, blé capot. D'accord. Voilà, visuellement, ça ressemble à un blé assez classique. Ouais. On fait aussi des variétés anciennes de blé. Là, le Florence Aurore. Là, celle qu'on a en ce moment, c'est du rouge de Bordeaux. D'accord. Qui a des couleurs rougeâtres, un peu comme ça. Là, il a pas de barbe, il a une barbe. Non, il n'est pas barbu. Il n'est pas barbu, d'accord. On a fait aussi du barbu du Roussillon, qui ressemble certainement à celui-là. Je ne peux pas garantir que ce soit celui-là. On aime bien cultiver des blés barbus, pour une raison particulière. C'est pour pas que ça se fasse manger par les sangliers, les chevreuils ou autres. Ouais. Des protections naturelles. D'accord. Après, dans les choses qu'on fait ici, on fait aussi du grand épeautre. Ouais. Le grand épeautre, ça ressemble à ça. Ça peut faire jusqu'à 1,50 m de haut. Le grand épeautre, c'est l'ancêtre du blé. C'était cultivé déjà il y a 3000 ans à peu près. C'est plus riche au niveau nutritif. On trouve tous les acides aminés essentiels. Il y a beaucoup de magnésium dedans, il y a beaucoup de vitamine B. Donc intéressant vraiment au niveau nutritif. Au niveau des taux de gluten, c'est assez proche du blé. Ce qui fait qu'on arrive à faire le même genre de préparation qu'on fait avec du blé. Après, ça a un goût plus prononcé, on va dire le grand épeautre. Personnellement, moi je l'aime beaucoup pour le pain, et ça c'est mon goût personnel. Ouais. Et par rapport au petit épeautre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est ça, parce que je savais que ça n'avait rien à voir, mais du coup... Le petit épeautre, il est là, il ressemble à ça. Donc déjà, physiquement, on voit que c'est pas du tout la même céréale. Et c'est une lignée différente du grand épeautre et du blé. C'est la lignée de l'engrain. Ok. Du petit épeautre, c'était déjà cultivé il y a plus de 10 000 ans. Donc c'est vraiment très ancien comme céréale. Au niveau nutritif, on trouve tout ce qu'on retrouve dans le grand épeautre et on trouve encore d'autres minéraux, plus de vitamines aussi. Donc c'est vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Et ça contient moins de gluten. D'accord. Il y a des très faibles taux de gluten. Et c'est plus digeste. De façon générale, c'est plus digeste. Donc là, dans l'utilisation, si on fait du pain en petit épeautre, on y arrivera, mais ça lèvera forcément moins. Ça sera plus compact. Oui. Ouais. Souvent, le pain au petit épeautre, on le cuit dans un moule. Oui, ils sont rectangulaires. Et on arrive à quelque chose d'assez moelleux, mais pas levé comme avec du blé ou du grand épeautre. D'accord, le petit Après, ça a un très bon goût aussi, le petit épeautre. Complètement différent. Voilà, un pain au petit épeautre, ça ressemble plus à du gâteau. Oui. Et d'accord. Donc bon, c'est quand même une céréale beaucoup plus petite, du coup en termes de production. Oui, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus cher en général, le petit épeautre. C'est dû à la petitesse de... à la rareté aussi, parce qu'on ne trouve pas partout. Et après, nous-mêmes en production ici de farine, c'est un peu plus compliqué à passer. Ça va beaucoup voler dans le tamis, ça va moins bien passer au travers des tamis. Donc on met des tamis plus larges et on est obligé de ralentir le débit parce que sinon toute la farine va dans le son, elle ne passe pas à travers des tamis. Donc ça va, par exemple du blé bise, on met à peu près 20 minutes pour faire un sac de 25 kg. Pour le petit épeautre, c'est 45 à 50 minutes pour faire un sac de 25 kg. C'est assez interminable quand on fait ça. On voit jamais le bout du sac. D'accord. Et pour l'utilisation du petit épeautre, ça marche super bien pour les crêpes. Bon, le pain, voilà, c'est bon, je vais l'expliquer, mais c'est pas aussi levé que pour le blé. Après, pour les crêpes, pour les fonds de tarte, les pâtes brisées, on peut faire des petits biscuits, enfin, ce genre de choses là, ça a un goût vraiment exceptionnel, c'est complètement différent. Très intéressant. Après, ensuite, ici on fait aussi, si on reste dans les céréales, on fait aussi du seigle. Alors le seigle, quand on voit les champs, ils sont des couleurs vert bleuté. Là en ce moment, on les voit bien, les champs de seigle. Il y en a qui poussent là à côté du moulin. Donc le seigle, utilisation, c'est plutôt le pain en général. Dans le pain, on fait des très bonnes tours de seigle au secteur. Après, on fait d'autres choses qui ne sont pas des céréales.
Là, par exemple, le sarrasin. La graine de sarrasin qui est tétraédrique, elle a 3 faces. Le sarrasin, c'est pas de la famille des céréales, c'est de la famille des polygonacées. On a un champ de sarrasin là. C'est des petites fleurs blanches, tu l'as là aussi. Et donc c'est très intéressant pour les cultures, le sarrasin, pour laisser reposer les sols, et ça fait un apport d'azote, ça capte l'azote de l'air. Et donc c'est vraiment intéressant pour les cultures, pour améliorer les sols. Au niveau de la farine, ça fait cette farine qui est très grise. Ah oui. Comme ça. Alors au toucher, elle est marrante aussi, ça crisse sous les doigts un peu le sarrasin. On fait aussi de la farine de lentilles, qui ressemble à... Donc c'est de la lentille verte là. Hein. Ouais. La farine, elle ressemble à ça, elle est très jaune, vert, très goûtue. Ouais. Ça amène plutôt que... Alors, ça amène vraiment beaucoup de goût. Dans les choses qu'on a essayées ici, ça marche bien pour les préparations salées. D'accord. Moyen. Et la pâte, elle a une texture plus cassante, plus oui, comment, si on met que de la lentille, ça va être un peu plus cassant. Mais bon, après, selon les recettes, on arrive à faire des choses souples aussi. Hein. Donc plutôt les préparations salées, donc tout ce qui est fond de tarte aussi, les choses salées, les cakes salés, des petits biscuits apéritifs. Moi je fais des panisses avec aussi. Ça réagit un peu comme une farine de pois chiche. D'accord. Ouais. Sauf que c'est plus goûtu que le pois chiche. Et Thierry, lui ce qu'il fait, il fait des galettes, un peu comme des galettes de sarrasin. Il met des herbes, etc. J'ai pas encore vu la recette exactement, mais... D'accord. Il a l'air de faire des galettes qui sont vraiment très bonnes. Et il les utilise, il fait des hamburgers avec. Il remplace le pain par les galettes de lentilles. Il fait ça dans son gîte et apparemment les gens adorent. Quoi. Ouais. Pour les gens qui craignent le gluten par exemple, on va faire ça. Ouais. Et on a fait aussi une mouture de riz. Ah ouais, d'accord. Là pour le coup c'est pas dans la filière, hein, c'est pas marqué Méjanette. C'est du riz de Camargue. Et le riz, en fait, ça rentre beaucoup dans les compositions de préparation sans gluten, pour les gens qui ne sont pas de gluten. C'est le riz qui sert vraiment de liant en général. Ça n'a pas un goût très prononcé. Donc c'est vraiment une base, et après on mélange en général avec de la farine de sarrasin ou de maïs. D'accord. Après ça rentre dans beaucoup de compositions dans le plat asiatique. Et au niveau des recettes, est-ce que des fois tu les coupes, les farines, avec une farine plus blanche ou pas forcément? Comment ça se passe? Non. Parce que je sais que des fois, tu sais, pour les pâtisseries ou ce genre de choses, certains les coupent un peu avec une autre farine, tu sais. Mais... Ah non, nous on fait tout avec nos farines là. Ouais, non. D'accord. On est anti-farine blanche. Non mais je veux dire, tu vois, par exemple, je sais pas, pour un gâteau, tu peux mettre de la claire. Non, mais tant qu'à faire, tu prends directement la claire ou directement la bise. Tu fais pas trop de mélange, en fait, ça revient au même. Pas la peine de mélanger. Ok. Ouais. Ça marche. Tu passes direct sur une claire ou sur une bise. Et donc là, sans gluten, tu nous as dit que c'était avec peu de gluten, petit épeautre. Peu de gluten, petit épeautre. Et sans gluten, sarrasin, riz, lentilles. Sarrasin, riz, lentilles. Et bientôt le maïs. Pas encore arrivé.